Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Raphaël Liotier. Salut Raph. Salut Clara. Comment ça va ? Ça va très bien. Cool. Raphaël est avocat au barreau de Paris et il traite principalement de contentieux du numérique. Avec nous également Loïc Fouquet. Bonjour Loïc. Salut Clara. Ça va bien ? Oui, très bien. Très Plein bien. dans le MAMA Festival, grands événements de la musique actuelle en ce moment à Paris. En ce moment à Paris, ça vous permet de dater. Et donc Loïc, comme vous avez peut-être pu le comprendre, est notre représentant du milieu de la musique. Et il a été avocat pendant un certain temps et maintenant il se consacre à être une rockstar. Et donc, ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est: sommes-nous en train de construire un Internet pour les riches ? Binge Audio. Alors, épisode 3, il est grand temps de s'attaquer à une première baleine blanche des grands principes de notre société de l'information et des médias, à une première notion iconique s'il en est de notre Internet chéri, la neutralité du net. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? Nos bons copains de la Quadrature du Net nous ont fourni une définition exhaustive. Ils disent, et je lis: la neutralité du net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. Ce principe permet à tous les utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au même réseau dans son entier. Alors, c'est un peu dense, mais pour faire simple et concret, la neutralité du net, c'est un principe qui régit Internet depuis le début et qui garantit un traitement identique en termes techniques à tous les fournisseurs de contenu, petits ou grands, consensuels ou dérangeants. En fait, et retenez-le parce que ça va être très important, le principe n'est pas de protéger un accès égal. Le principe n'est pas de protéger que tout le monde accède à la même chose. C'est peut-être le résultat, mais c'est pas le principe. Le principe est celui de l'impact nul de la technique. Le fait que le tuyau soit le même pour tout le monde. Tout le monde doit avoir accès à un Internet équivalent à tous les contenus et personne ne doit bénéficier d'un traitement préférentiel ou un affichage plus rapide que les autres. Cette règle empêche le fournisseur d'accès à Internet d'influer sur ce que fait l'internaute et sur la vitesse à laquelle sont transmis les paquets de données sur le réseau. Voilà. La neutralité du net, c'est l'absence d'impact de la technique. Alors, pourquoi est-ce que cette notion déchaîne à ce point les passions ? Soyons un peu plus précis et pour commencer, Raphaël, qu'est-ce que c'est la neutralité du net ? Et bien, comme tu l'as dit, Clara, c'est un principe. C'est le principe que tous les internautes aient la garantie d'un accès égalitaire aux contenus qui sont présents sur le réseau. C'est un accès égalitaire et sans discrimination à toutes les informations qui se trouvent sur le réseau. Pour le dire d'une autre façon, pour le dire à l'inverse, c'est l'absence de restriction dans la possibilité d'accéder au contenu. Ouh, double négation. D'en fournir. Et oui. On aime. 3 minutes 27 d'émission. Mais ça a son importance. Comme tu le disais, c'est l'absence d'influence des intermédiaires sur les contenus auxquels on peut accéder. C'est-à-dire un intermédiaire. C'est-à-dire un intermédiaire, c'est une personne qui va permettre l'accès au réseau ou qui va permettre de stocker des informations sur le réseau. J'y viens tout de suite. Ce que je voulais dire surtout, c'était que c'est moins l'absence d'influence de la technique que l'absence d'influence de ces personnes qui se trouvent au milieu. Pourquoi ? Internet, en fait, c'est un réseau, c'est un ensemble de réseaux dans lequel il n'y a pas d'intelligence en tant que telle. En revanche, il y a une intelligence aux extrémités. Aux extrémités, donc c'est-à-dire la personne qui poste l'info et la personne qui la reçoit. Exactement. C'est la personne qui poste, c'est la personne qui reçoit, c'est la personne qui est derrière son ordinateur. C'est même pas son ordinateur en tant que tel, c'est vraiment la personne qui est au bout. Et au milieu, c'est des tuyaux, quoi. Enfin, c'est pour le dire très bêtement. Ouais, exactement. Au milieu, c'est des tuyaux. Mais pour que les tuyaux fonctionnent, il faut des intermédiaires. Et ces intermédiaires, notamment là, dans le cas qui nous intéresse, ce sont ceux qui fournissent l'accès
à Internet sont les FAI. Donc nos fournisseurs d'accès, la personne qui nous donne la box, quoi. Donc ça y est, on a le droit de dire FAI maintenant. Oui, c'est FAI. bon, maintenant qu'on l'a C'est bon. défini. Votre hantise. C'est quoi tel truc? Donc, si l'intelligence est aux extrémités, c'est qu'en réalité, les décisions et les choix sont aux extrémités. Que toi, en tant qu'internaute, tu vas décider d'accéder à tel contenu ou non. Tu vas choisir d'accéder à tel contenu ou non. Ce qui fait que les internautes sont égaux entre eux. Et surtout, ils ont la possibilité de partager de la même façon. Et le critère qui est essentiel dans Internet et même dans la notion, dans le principe de la neutralité du net, c'est cette notion de partage. L'Internet 2.0. Oui, même l'Internet 0.0 en réalité, puisque même Laurence Lessig, Laurence Lessig qui est un... Qui Laurence Lessig. Allez, Allez, on y va. allez, tente. C'est un professeur de droit à Harvard qui était celui qui était à l'origine notamment des Creative Commons, qui sont des licences libres. Et il expliquait notamment que, en réalité, même Tim Berners-Lee, qui est à l'origine d'Internet, en réalité, qui est celui qui a permis Internet, disait que Internet était de fait un réseau en peer-to-peer, c'est-à-dire un réseau où les extrémités pouvaient partager directement entre elles. Il n'y a pas de point central dans Internet. Et donc, c'est vraiment cette notion de partage-là qui importe. Tu le disais, il y a une idée de tuyau, on le schématise, il y a trois grandes façons de présenter Internet, et spécialement dans ce cadre d'explication de ce qu'est la neutralité du net. C'est soit on le présente comme étant un tuyau, soit comme étant une route, soit on fait le parallèle avec les postes et avec la neutralité des correspondances, puisque c'est aussi un élément qu'on retrouve de neutralité, c'est-à-dire que le postier n'a pas le droit d'ouvrir votre courrier. Mon Dieu. Alors, dire le postier, non, tu je veux vais pas dire le délivrer. la personne qui travaille à la poste et qui met l'enveloppe dans ta boîte aux lettres. Exactement. D'accord, donc on est sur une similarité finalement. On est sur une forme de similarité, d'une certaine manière. De transmission de la donnée qui est comme l'enveloppe qui arrive jusque dans ta boîte aux lettres. Exactement. Wow. Sauf que pour la poste, on passe par un point qui est très central. En tout cas en France, on passe par un point. Oui. Alors que là, sur Internet, comme c'est un ensemble de réseaux, on passe par des intermédiaires, mais c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir cette idée que quand vous envoyez, on va dire, un tweet, qu'il passe par le milieu d'Internet pour repartir jusqu'au destinataire. Ça passe par... C'est un maillage. Base, effectivement, mais au final, on est quand même arrivé de plus en plus à un Internet qui centralise pas mal des contenus avec des grands centres de données. Et au final, on a un Internet qui est de plus en plus vertical avec des grands services qui maîtrisent des grandes infrastructures et qui sont... littéralement, World Wide Web. Absolument. Une toile de la taille de la planète. Exactement. Et on a donc du coup des grands services qui délivrent le contenu de manière un peu verticale vers les utilisateurs, consommateurs en même temps. Oui, okay. Ouais. Il y a une forme de captation, mais qui est, il y a des grands services, mais c'est pas le principe. Et effectivement, il y a des grands services qui captent une grosse partie du flux général. Mais ça sera un des grands problèmes du coup sur la neutralité du net. Et oui, exactement. Mais sauf que si on détruisait ces services, si d'un coup ils venaient à disparaître, Internet ne disparaîtrait pas. Quel service? C'est-à-dire les fournisseurs d'accès? Les fournisseurs d'accès, mais que ce soit n'importe quel fournisseur d'accès, que ce soit n'importe quel hébergeur, c'est-à-dire une personne qui va permettre le stockage et la diffusion de contenu, de tout contenu. C'est une définition un peu short qui est faite de l'hébergeur, mais bon... ça sera beaucoup plus long une autre fois. Ce sera beaucoup plus long une autre fois. Non, mais ce que tu dis, c'est que Facebook n'est pas Internet, YouTube n'est pas Internet. AOL n'est plus Internet. Free n'est pas Internet. Lycos non plus, voilà. Tout ça. Club Internet, qui se souvient? Vous savez, quand on allait dans les boîtes aux lettres des gens pour taxer les disques Wanadu parce qu'il y avait 4 heures d'Internet dedans. Ah oui, blague d'avocat d'ailleurs. Quand vous envoyez un mail à un confrère avocat et que son adresse est en Wanadu ou en Nous, vous savez qu'il a 85 ans. Ouais. Voilà. Des bisous. Rien, j'en connais. Des bisous à tous les avocats qui ont 85 ans. Continue. Sans transition.
Est-ce qu'on a inscrit tout ça dans des grands textes au niveau français ou au niveau européen ? On en est où pour l'instant ? Eh ben, au niveau européen, on a un règlement européen de 2015 qui a donné une définition de la neutralité du net. Et d'ailleurs, il y a une déclaration conjointe de la Commission et du Parlement européen qui, en 2017, sont venus dire que la neutralité du net était une valeur fondamentale. Ok. L'étendue du principe, c'est quoi ? C'est qu'on empêche les FAI de filtrer les contenus, de les bloquer ou de les prioriser. Ok. Et donc, en réalité, ça fait que ces opérateurs-là n'apprécient pas l'opportunité des contenus qui sont diffusés sur Internet. D'accord. Tu peux préciser, apprécier l'opportunité ? Apprécier l'opportunité, c'est-à-dire sélectionner, faire une discrimination. Ils vont pas avoir la possibilité de dire en fonction de la source, si en fonction du destinataire ou si en fonction du contenu de l'information, il faut que cette information soit transmise ou non. D'accord. Et cette C'est pas eux discrimination, qui choisissent. là, Ils n'ont pas à avoir d'avis. ils n'ont pas d'avis. Toi, tu décides ce que tu publies, ce que tu consultes. Ok. Et la publication et la consultation que tu feras se feront à l'identique, à la même vitesse, en fonction de la vitesse du réseau. Mais tu vas pas pouvoir avoir, si on reprend l'analogie qu'il y a avec l'autoroute, tu vas pas pouvoir prendre une voie plus rapide que les autres. Et cette discrimination, du coup, elle peut être ni négative, c'est-à-dire on te bloque parce qu'on veut faire passer plus de monde, ni positive, on te laisse passer et on bloque les autres parce que tu as, par exemple, payé plus cher. D'accord. Ou dans un monde utopique, parce que vraiment ton contenu il est excellent. Et Exactement. qu'il faut par que tout le exemple. monde y Mais accède. non, ils ne Et peuvent non. pas, ils n'ont pas à regarder le contenu et ils n'ont pas à prioriser, même si ça leur plaît bien. Et notamment si c'est leur propre service. Est-ce qu'on n'y viendrait pas plus tard Oh, à ça ? un petit Oh, peu. oui. Voilà. Mhm. Et donc, il y a une autorité de contrôle. Je me chauffe là, vas-y. Ouais, t'es Comment elle prête ? s'appelle cette autorité de contrôle, Raph ? Alors Loïc voulait faire tout un exposé sur l'ARCEP. C'est Et donc, faux. je- Mais alors, l'ARCEP, l'AR quoi ? L'ARC quoi ? On comprend plus. J'ai fait tout un mémoire sur l'ARCEP, hein, vous savez. Bonjour l'ARCEP. Eh bien, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ah bah, on revient au poste. Je savais qu'on allait y arriver. Et l'ARCEP va pouvoir contrôler ce que font les opérateurs dans le cadre de la fourniture de leurs services Mhm. et notamment veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Et par exemple, ces discriminations, ça se traduit comment en réalité ? Mhm. Ça peut être un blocage par rapport au type de contenu, des contenus peer-to-peer qui vont être échangés. Les opérateurs pourraient assez facilement analyser les contenus qui passent à travers le réseau, les paquets, se rendre compte que c'est un contenu qui relève d'un échange en peer-to-peer, le bloquer ou empêcher que la connexion aille trop vite sur ce type de contenu. Ouais, mais ça, c'est le début de la fin, en fait. Tu vois, par exemple, la fameuse idée qui marche pas du tout, hein, mais l'idée de dire la solution au piratage de contenus illégaux, donc notamment leur transmission par peer-to-peer, c'est de... Ah oula, il y a Loïc qui me regarde comme Ah le non, requin dans les dents de la mer. Non, je t'en prie. Non, mais tu vois, l'idée qui, à mon sens, fonctionne pas du tout, de dire « Ah bah attends, la solution au piratage, c'est hyper simple. Il faut confier aux fournisseurs d'accès à Internet de couper tous les flux qui ont l'air d'être des trucs illégaux. » C'est mettre le doigt dans un engrenage de censure et de surveillance terrifiant. Bah, c'est surtout qu'on peut pas le faire aujourd'hui parce que une des directives, donc un des grands textes européens, interdit qu'aujourd'hui on puisse imputer, charger les fournisseurs d'accès et les hébergeurs de contenu d'une mission de surveillance générale des contenus. Ouais, ça serait... c'est filtrage, trop quoi. Black Mirror. Exactement. Complètement. Premier point Black Mais Mirror. même Vas-y. sans être Black Mirror, la neutralité du net, ça peut être exactement l'inverse. Mhm. Ça peut être des forfaits qui vous proposent de ne pas payer, mais d'avoir quand même la possibilité d'accès à certains contenus, à certains services sur Internet, en discriminant ce que vous allez pouvoir voir sur le réseau ou non. Voilà.
ou au contraire faire des forfaits qui s'appliquent qu'à une catégorie précise. Les réseaux sociaux, vous aurez 10 gigas par mois et vous paierez tant, mais en revanche, si jamais vous voulez aller sur un site d'information, non, là vous faudra payer. Ça me fait penser un petit peu à ce qui a été proposé dans certains pays en Afrique, etc., ou Facebook par exemple, ou je sais plus si c'est Facebook ou d'autres grands opérateurs qui proposaient un accès certes gratuit, mais très très limité à un certain nombre de services. Et du coup, on s'est dit, mais quelle atteinte à la neutralité du net, puisqu'en fait, on donne une image du web qui n'est pas du tout représentative de l'intégralité des un espèce de pack, par exemple, toi, t'aimes bien la musique et t'auras accès à des sites de streaming et des sites d'infos sur la musique, mais par exemple, t'auras jamais accès à des trucs sur la peinture. Alors, je sais pas si c'est comme ça Non, thématique, mais tu vois, un truc un peu bête. C'est l'idée. Ok. Bon, alors, la neutralité du net, c'est donc un principe qui favorise la liberté des utilisateurs et qui est en réalité protecteur des droits fondamentaux. Ça permet en ligne d'assurer la protection de la liberté d'expression. Mais dis donc, Raphaël, c'est quoi la liberté d'expression ? Eh bien, écoute, Clara. Je fais confiance à nos auditeurs pour être un peu smart. C'est la libre communication des pensées et des opinions, enfin, Clara. C'est super. Tout simplement. C'est ça. C'est quoi les recettes nettes par producteur, Raph ? Oh là là. Elle est taquine. Tu veux jouer ? Ouais. Elle va sur son terrain. Elle va complètement sur son terrain. Vas-y, continue. La structure même d'Internet et la neutralité du net conservée sur Internet, ça permet aussi de garantir un développement économique, de protéger la concurrence et l'innovation. Et enfin, ça permet aussi de garantir une certaine égalité entre les membres de la société, puisqu'on ne va pas avoir à payer plus ou moins pour accéder à plus ou moins d'informations. Tu payes pareil pour accéder à pareil. Tu payes pareil pour accéder à pareil. Le seul petit problème qui se pose et qui est opposé aux acteurs et aux internautes par notamment les opérateurs, c'est qu'en réalité, ils ont la charge de l'utilisation et de l'amélioration du réseau. Mmh. Et que ça a un coût économique et qu'ils aimeraient pouvoir répercuter ce coût économique sur soit les grands acteurs qui vont diffuser beaucoup d'informations et qui vont capter une grande partie des canaux de communication. Tu nous donnes un exemple d'un grand acteur qui diffuse beaucoup de contenu ? Facile. YouTube, Facebook. Notre préféré, Netflix. Netflix qui représente parfois en soirée jusqu'à 50% du trafic aux États-Unis. Moi, j'avais 14 comme chiffre, où j'étais déjà non, en soirée. En soirée, ouais, c'est donc, ça. Ouais, donc... Imagine que voilà. Ah oui, et donc ça veut pas dire que qu'une personne sur deux regarde Netflix, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que la moitié de toute la data qui passe est consacrée à des quantités de données. Et c'est compréhensible parce que c'est des gros volumes de données. Oui, bien sûr, c'est un beaucoup plus gros volume, une vidéo HD qu'un article avec des signes. D'accord, bon, on a tout bien compris, c'est super, on a tout bien cadré. Il est fort, ce Raphaël. Il est hyper fort. Non, c'est vous qui êtes fort. C'est vrai. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est... Ça, c'est le grand principe. Mais comment est-ce qu'ils font les pays chacun de leur côté ? Donc, pour commencer, comment font les autres pays du monde ? Et qu'est-ce qui se trame en Europe, Loïc ? Alors, la question, c'est qu'aujourd'hui, Internet n'est pas régulé au niveau mondial. Mm-hmm. Donc, chaque pays fait un peu comme il veut. On va commencer par le premier, hein, les États-Unis quand même, puisque c'est de là que nous vient Internet. Le grand méchant loup. Voilà. Bon, non. Voyons. Donc, il faut rappeler qu'il est accessible. En fait, les États-Unis a été le premier pays à avoir vraiment libéralisé Internet et l'avoir rendu accessible au grand public. Et donc voilà, à partir du début des années 90, on a commencé à avoir des échanges commerciaux. Milieu des années 90, on a l'ouverture du World Wide Web, de la toile au grand public. Et logiquement, le débat sur la neutralité du réseau, il est plus ancien. Et c'est une question qui est très, très politique aux États-Unis. Et ça a commencé assez rapidement au début des années 2000. Et on s'est posé très rapidement la question de est-ce que la loi doit protéger ce principe ? Est-ce qu'on doit l'inscrire dans la loi pour le rendre obligatoire ? Et en fait, ça a été surtout une histoire très très conflictuelle aux États-Unis entre les grands opérateurs de réseau, les grands fournisseurs d'accès à Internet, donc Comcast, Verizon, pour en citer que deux. Il y a aussi AT&T.
et l'ARCEP, l'équivalent de l'ARCEP aux États-Unis, qui est la FCC en français, et qui est la Federal Communication Commission. Est-ce que tu apprécies mon accent anglais ? Bon, Ouais, il est pas ouf, hein. Il est tôt. Voilà, Il est tôt. donc on va se contenter de la FCC, équivalent de l'ARCEP en France, Ok. et qui se veut, du coup, qui en tout cas s'est posé assez rapidement comme le garant de la neutralité du net vis-à-vis des contenus, des applications, etc. Alors que de leur côté, les Comcast, Verizon, AT&T ont milité pour la possibilité de prévoir différents tarifs pour bénéficier d'un accès plus rapide, d'un accès prioritaire, plus de bandes passantes, dans une logique libérale, comme disait Raph, pour faire en fait payer un petit peu plus ceux qui utilisent le réseau et qui sont des grands consommateurs de bandes passantes. Donc, comment ça s'est passé ? En 2004, la FCC émet une première déclaration qui vise à protéger la neutralité du réseau avec 4 libertés. Donc la possibilité, la liberté d'accéder au contenu. 2, la liberté de faire fonctionner des applications sur le réseau, donc les Skype, etc. 3, la liberté de connecter tout appareil au réseau. Et 4, la liberté, la liberté d'information quant aux services et aux connexions auxquels on a effectivement accès, auxquels les consommateurs ont effectivement accès. La FCC ensuite a commencé une espèce de petite bataille avec les fournisseurs d'accès. Et la première, ça va être en 2007, une sanction contre Comcast qui avait choisi délibérément de brider le réseau BitTorrent. BitTorrent, c'est un réseau, un protocole de peer-to-peer, d'échange de pair à pair, donc décentralisé, qui ne passe pas par des serveurs, et qui a finalement abouti à une transaction de quand même 16 millions de dollars. Donc voilà, premier point de la bataille. Donc en fait, un fournisseur d'accès Internet avait décidé de brider les flux entrants et sortants d'un site qui globalement... Alors, pas d'un site, justement, c'est ça. Pardon. BitTorrent, c'est un réseau d'un qui protocole. c'est un protocole particulier qui n'est pas basé sur des serveurs. C'est vraiment, on communique directement d'un utilisateur à un autre de manière décentralisée, peer-to-peer. donc pas de serveur. Donc un protocole... Chaque utilisateur est un serveur. D'accord. Un protocole qui, peut-être, par certaines personnes, était utilisé pour échanger du contenu piraté. Comment ça ? En 2000, on échangeait des fichiers musicaux, des films piratés en 5 jours. En peer-to-peer. Tu sais, cette Comment époque ça bénie où il fallait 5 jours pour avoir une chanson. Sur Imul ou Casa. Chut. Bref. Donc voilà, donc ils se sont dit, écoutez, on va s'en occuper nous. Et Voilà. ils ont essayé de brider le réseau et ils se sont fait taper sur les doigts. Ils se sont fait taper sur les doigts et bon, c'est pas allé jusqu'à une vraie décision de justice, mais ils sont allés jusqu'à une transaction. La FCC continue sa bataille, notamment contre Comcast. Une transaction, qui a payé qui ? C'est Comcast qui a payé la FCC. D'accord. Voilà. Et donc la FCC continue sa bataille, notamment contre Comcast en 2008-2009, parce qu'ils continuent de prendre des mesures pour limiter le débit des utilisateurs, notamment lorsqu'ils utilisent des logiciels de partage de données comme BitTorrent ou qu'ils utilisent des applications, on va dire, très consommatrices de bandes passantes comme Skype, donc tout ce qui est connexion de voix par IP, comme on dit, la VoIP. Et on arrive en 2010. La Cour suprême met un premier coup d'arrêt à la démarche de la FCC en affirmant qu'elle n'a pas compétence pour réguler la manière dont est opéré le réseau par les fournisseurs d'accès. Donc, la FCC est un petit peu embêtée quand même. Ce qui n'empêche pas que, en 2010, elle continue son opération. Et du coup, on voit quelle est la position de la FCC qui est très très politique, parce que même si la justice vient lui dire que non, tu n'as pas compétence pour réguler Internet, elle va quand même continuer son opération vraiment de défense du principe. En 2010, en émettant une nouvelle réglementation qui s'appelle Open Internet Order, qui interdisait aux opérateurs de télévision par câble, de téléphonie, d'entraver l'accès à des services de leurs concurrents, par exemple de Netflix. Donc, le problème, c'est qu'a priori, elle est toujours en 2010, elle n'est pas encore obligatoire et elle ne les empêche pas non plus de proposer de payer plus cher pour un meilleur accès.
C'est seulement en 2015 que les règles de l'Open Internet Order entrent enfin en application, malgré les efforts des Comcast, Verizon, etc. pour bloquer l'entrée en vigueur. Et on arrive de nouveau à 3 principes, un petit peu comme en 2004, avec tout d'abord, en premier lieu, interdiction du blocage de contenu, d'applications, de services et d'appareils licites. 2, interdiction de réduire, de dégrader l'accès au contenu, aux applications, services et appareils licites également. Et 3, l'interdiction de priorisation payante de certains trafics licites, ce que RAF a défini comme les autoroutes, les espèces de fast lanes, comme il les appelle. Et quel est le contexte aujourd'hui ? C'est qu'en 2017, bon, on le sait, Trump est arrivé au pouvoir. Qui ? Continue. Notre blond préféré est arrivé au pouvoir et il a affiché clairement sa position en nommant Ajit Pai, qui était lui-même membre de la FCC, mais qui depuis longtemps est un farouche opposant à la neutralité du net. Et, nous voilà bien. Il a notamment été avocat de Verizon. Ok. Ça se comprend du coup, ses pourriture positions. Pourriture. Oh, toi tu vas te prendre un petit blâme. Hein. Laissez-moi tranquille. Bon, et du coup, 2017, nomination de cet opposant à la tête de la FCC. Donc forcément, là, on va dire que la position de la FCC va changer un petit peu. Et en 2018, les règles émises par la FCC sont abrogées. Et, donc les règles de protection de la neutralité du net. C'est ça. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, on n'a pas vraiment de cadre contraignant pour limiter. Donc les règles de protection de l'impact nul. Enfin, tu vois, on est quand même sur un truc où genre, on protégeait le fait qu'on fasse rien. Enfin, et ça a été abrogé. Exactement. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même des acteurs qui jouent le jeu en fait de ces voies rapides, donc qui payent pour avoir un accès un peu plus privilégié aux utilisateurs, et notamment Netflix, qui à partir de 2014 a conclu une convention, un accord avec Comcast pour avoir un meilleur débit. On a d'autres exemples un peu plus extrêmes à l'étranger, notamment d'autres pays, donc. Voilà, donc d'autres pays, bon, notamment la Chine. On va pas s'attarder parce qu'on sait que la Chine, c'est de notoriété publique un des pays les plus restrictifs en termes de liberté sur Internet. De tout, je ne sais pas, je ne suis pas expert en culture et en sciences politiques chinoises, mais je peux te dire qu'ils sont quand même beaucoup plus restrictifs que les Américains sur la liberté sur Internet. Et on parle notamment de l'équivalent de la grande muraille de Chine numérique, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui en Chine, les Chinois n'ont pas accès à certains services étrangers dont l'accès est totalement coupé. Hein, les Facebook, les Twitter, les réseaux sociaux ne sont pas accessibles en Chine dans des conditions normales, on va dire. Et en contrepartie, ils ont créé leur propre réseau, leurs réseaux sociaux. Pareil en matière de recherche, on ne peut pas accéder à Google en Chine. Depuis 2014, et Microsoft, même s'ils ont essayé de maintenir leur présence en tout cas ils ont été accusés de filtrer certains résultats sur leur moteur de recherche pour pouvoir rester en Chine, finalement eux aussi ont fini bloqués. D'accord. Et à l'extrême inverse, nous avons... À l'extrême inverse, on a l'Inde qui cet été, en juillet 2018, a annoncé se doter de la législation la plus stricte au monde pour protéger le principe de la neutralité du net. Et voilà, donc c'est l'exécutif indien s'est targué d'avoir du coup la meilleure législation à ce niveau, en disant que voilà, les prestataires de services sur Internet n'ont plus le droit ni de bloquer, ni de réduire, d'étrangler le trafic web depuis les ordinateurs, comme depuis les téléphones portables, ni même d'offrir un accès plus rapide aux fournisseurs de contenu qui voudraient payer. Donc on est vraiment du coup là sur l'inverse des États-Unis. Okay. Et un principe assez fort. Et qu'est-ce qu'on en pense nous en Europe ? En Europe, comme et en France. Voilà, en Europe et en France, comme l'a dit Raph, on a depuis 2015 le règlement européen, donc un corps de règles obligatoires qui a posé le principe. Mais historiquement, l'Europe est un peu plus lente sur le sujet, et surtout c'est un peu moins conflictuel, parce que les opérateurs, parce que l'Europe, c'est beaucoup de pays différents, avec de nombreux opérateurs locaux qui sont donc plus nombreux et plus petits qu'aux États-Unis. Donc, et historiquement, l'Europe, c'est un peu plus un marché de créateurs de contenu plutôt que de grandes entreprises de la tech.
En Europe, les premiers à avoir introduit le principe dans leur législation, c'est les Pays-Bas, en 2011. Et en France, nous, en comparaison, on a été assez lent sur la réflexion, puisque c'est seulement en 2009 qu'on a une première réflexion qui est lancée par l'ARCEP. Donc on est encore au stade de la réflexion en 2009, alors qu'en 2004, aux États-Unis, on avait la FCC qui commençait à mettre le doigt sur des règles, qui commençait à poser des règles. Donc on a quand même mis 5 ans à bouger sur le sujet. Ça a été rendu public en 2010 seulement. Attends, mais en plus, 2004, c'est-à-dire que c'était au moment où c'était George Bush au pouvoir? Alors là, tu me Non, poses en fait, je viens de Il était réfléchir encore en pendant- 2004 Bah, Oui, si, ouais, Obama, hein. c'est Oui, quoi oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il était là en Obama, c'est 2001. 2008. Ouais, donc c'est ça. Donc c'était sous George Bush. Les mecs ont Et ouais. commencé à faire des trucs vraiment bien pour genre la neutralité du net. Eh oui, Respect. Je t'ai complètement coupé. merci Clara. Ah, ça va, mais non. Donc en comparaison, en France, on a engagé une première réflexion seulement en 2009. Donc c'est l'ARCEP, encore l'équivalent de la FCC, qui a commencé à réfléchir en 2009, donc soit 5 ans après que la FCC ait commencé à poser un premier cadre juridique. Mais il faut rappeler aussi qu'en France, on a été quand même l'essor d'Internet a été beaucoup plus lent parce que on avait le Minitel qui fonctionnait très bien, en tout cas pour les utilisateurs, qui fonctionnait très bien. Et le Minitel, il est resté actif très très longtemps. Il est resté populaire assez longtemps, ce qui fait qu'Internet est arrivé dans les foyers assez largement plus tard qu'aux États-Unis et que la question du coup s'est un peu moins posée pour le marché français. Mais surtout, voilà, le débat fait un peu moins d'émule et la classe politique, contrairement aux États-Unis, est plutôt rapidement d'accord pour garantir le principe, au moins dans la loi. Mais il faut quand même attendre que ça soit, du coup, comme le disait Raph, en 2015 que l'Union européenne pose le principe et que nous, on le transcrive dans la loi française en 2016 avec la loi pour une république numérique. Voilà. Mais une fois qu'on a abordé tout ça, en fait, on se rend compte que finalement, sur cette neutralité du net, tu vois, ça bouge doucement, les États sont en train de mettre des choses en place, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'oppose? C'est quoi les arguments des deux parties contre la neutralité du net? De quoi on parle? Comme le disait Raph, c'est le premier argument, et en fait on se le disait, et finalement c'est quasiment le seul, c'est de savoir est-ce que les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs des réseaux sont tenus de maintenir tout seuls les investissements et l'état du réseau, ou alors est-ce qu'ils peuvent faire payer un peu plus cher ceux qui l'utilisent beaucoup, ceux qui transmettent beaucoup d'informations, pour financer la remise en l'investissement, état, l'investissement, l'amélioration de l'infrastructure. l'amélioration effectivement de l'infrastructure. Oui, c'est ça. C'est un problème qui, au départ, est un problème d'intermédiaire, vraiment. Enfin, la limitation de la liberté, de la neutralité du net. Synonyme. La limitation de la neutralité du net, c'est d'abord un problème qui est un problème de fournisseurs d'accès à Internet. Après, il y a toute la question. C'est vrai qu'il y a des gros acteurs qui envoient tellement de données, on va tellement aller les chercher que ça congestionne complètement le réseau. Mais si on commence à faire payer ces acteurs, le problème qu'il y a, c'est que si on commence à faire payer les utilisateurs de façon différenciée, on crée une inégalité de fait. Si on commence à porter atteinte à entre les utilisateurs et les services aussi qui voudraient proposer du contenu sur Internet. Ouais, c'est ça. C'est que si on le fait de ce côté-là, on a un problème. Si on le fait du côté des services, dire que finalement la neutralité du net est abolie et dire à Netflix, à Google, donc YouTube, ou à Facebook, etc., que vous allez payer. Ils vont payer. Et ils vont payer parce que un problème eux, ça leur rapportera d'autant plus. Tous les autres concurrents qui viendront sur le marché donc auront les nouveaux une barrière entrants, potentielle à l'entrée. Donc les plus petits et les nouveaux entrants. Exactement. D'accord. Exactement. Et bon, il y a une contradiction là, effectivement, il y a un problème, c'est que les fournisseurs d'accès ont à leur charge le coût du réseau, alors que les autres, les gros, les GAFA, ont un peu
une grosse part de la bande passante qui est Squattée utilisée, par eux, quoi. qui est squattée par eux. Et eux ont aussi l'argent. Mhm. Donc il y a effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une question qui est économique. Avant tout, je pense. Ouais. Il y a une question économique. Et de l'autre côté, la question qu'on a un peu abordée tout à l'heure de la liberté d'expression. Donc l'espèce de triptyque neutralité du net, liberté d'expression et capitalisme, comment ça s'agence un peu tout ça? Neutralité du net, liberté d'expression et capitalisme. Non mais surtout voilà, est-ce que la bouquin, neutralité, une c'est ça. c'est ça. Bah écoute, j'y vais là, je m'y mets maintenant. Est-ce que la neutralité du net, c'est une histoire de liberté d'expression? Finalement, je pense que moi, à mon avis, c'est que finalement, c'est peut-être plus une question de droit de la concurrence que de liberté d'expression. Et en fait, à mon sens, la liberté d'expression, on l'utilise un peu trop à tort et à travers, et notamment C'est mon avis aussi. les grands intermédiaires de l'Internet utilisent la justification de la liberté d'expression pour asseoir leurs pratiques et continuer à, par exemple, pour les moteurs de recherche, donner accès à des contenus auxquels ils ne devraient pas donner accès, donc illicites notamment, en disant que mais si on bloque certains contenus illicites, si on nous demande de regarder le contenu et d'avoir à bloquer ces contenus-là, finalement, on a des risques d'entrave à la liberté d'expression, alors que finalement, c'est surtout, en tout cas pour la question des FAI, c'est... dans quelles conditions est-ce qu'ils sont obligés de donner accès à une infrastructure qui est essentielle dans la société d'aujourd'hui pour transmettre des informations, pour faire du commerce? Pour moi, c'est une question qui est effectivement à l'origine, au moment où les FAI se constatent cette problématique, une question qui est purement économique. Mais le problème, c'est que ces impacts vont directement porter atteinte à la liberté d'expression. On retrouve, à mon sens, comme dans d'autres sphères d'ailleurs, l'opposition entre un droit fondamental qui est le droit de propriété et un autre droit fondamental qui est celui de la liberté d'expression. Et de toutes les façons, la prévalence de l'un sur l'autre, ces droits fondamentaux doivent se combiner nécessairement, mais à mon sens, là en l'occurrence, la question du droit de propriété des acteurs médians ne doit pas aller venir au-dessus de la liberté d'expression des internautes. Et d'ailleurs, en tout cas pour l'instant, c'est vu comme ça, et les seules limites qu'on pose à la neutralité du net, parce qu'il y en a, la neutralité du net, c'est pas non plus quelque chose d'absolu. Les seules limites qu'on pose, c'est des limites qui sont sociétales, c'est-à-dire on a des contenus qui sont manifestement illicites, on a une décision de justice qui vient de dire non, attention, oui, là il y a un dans ce cas-là, c'est juge effectivement qui va... justifié qu'ils aient à bloquer. Et puis Voilà, encore heureux qu'ils soient tenus de respecter en un quart des de décisions mot, de c'est quoi justice. un contenu manifestement illicite? Un contenu manifestement illicite, c'est un contenu dont l'illicéité est immédiatement visible. C'est clairement c'est les contenus pédopornographiques, voilà, les images ultra violentes, incitation au terrorisme. Okay. Voilà. Mais donc pour ça, même... en France, faire bloquer ça, retirer ça de l'accessibilité, parce qu'il n'est pas retiré d'Internet, mais même voilà, le filtrer, ça, on le fait déjà à peu près. On tâtonne un peu, mais quand j'ai dit tâtonne, il me regardait avec des yeux de l'horreur. En pratique, il y a quand même un texte dans le code pénal qui sanctionne légalement, le fait de tu vois, communiquer, de distribuer des images qui portent atteinte à la dignité humaine. Après, moi, je te parle de la pratique, etc. c'est-à-dire que tes images qui portent atteinte à la dignité humaine, super, elles vont plus être sur Google, mais elles vont plus être sur YouTube, mais tu vas la trouver quand même. C'était par rapport à ça que je disais qu'on tâtonne un petit peu. Oui. Voilà. Oui, mais parce que de toute façon, la technique, l'architecture même d'Internet rend les contrôles des contenus plus complexes que si c'était un journal papier ou une affiche placardée dans la rue. Ça, on est d'accord. Et pour finir, j'aimerais qu'on aborde la question épineuse de la régulation d'Internet. Par qui est-ce qu'elle doit être faite ? C'est-à-dire que... Et surtout, est-ce qu'elle doit être faite ? Oui, est-ce qu'elle doit être faite ? Yes. Je vais vous laisser. Est-ce qu'elle doit être faite et par qui elle doit être faite ? Parce que c'est une des réflexions qu'on s'est beaucoup fait en préparant l'émission. C'est que ça a l'air un peu maladroit comme ça, si c'est les États qui se chargent de tout encadrer et de tout encadrer. Et en même temps, si les États le font pas, qu'est-ce qui se passe ?
Mais est-ce que les États peuvent le faire surtout ? Déjà, oui, mais si du coup, par exemple, on dit non, souveraineté totale du réseau, aucune interférence étatique ou internationale là-dedans. Effectivement, on s'éloigne un peu du sujet parce que c'est et notamment ça ouvre peut-être pourrait, sur un voilà, prochain ça peut sujet. faire une prochaine émission parce que ça a été une vraie question qui s'est posée en 2015-2016, il me semble, où les États-Unis ont annoncé vouloir se désengager de la souveraineté d'Internet qu'ils assuraient de fait via l'ICANN, qui est le grand organisme américain qui gère les noms de domaine, etc. On reviendra dessus, je pense, dans une prochaine émission. Ok, oui. Et du coup, il y a eu, à partir de 2015-2016, des vraies discussions sur est-ce qu'on doit avoir un organisme international qui va un petit peu assurer l'ONU du web, quoi. Exactement, qui va assurer la souveraineté d'Internet et qui va un petit peu harmoniser tout ça, quoi. Et où est-ce qu'il se trouverait et par qui il serait composé ? Exactement. Mais Vraie en question. soi, techniquement, ça reste d'avoir un organisme centralisateur qui c'est tellement contre la logique du réseau Bien que sûr. ça semble difficile à mettre en Ça place. semble très difficile. Et c'est un problème qui n'a pas de solution. Mais l'idée, c'est que si t'as pas... alors, forcément, il y a une balance à trouver. Hein, mais si t'as pas du tout d'intervention étatique et d'institutions, donc nationales, internationales, ça veut dire que potentiellement, les personnes qui peuvent s'emparer de cette régulation, ça serait des opérateurs privés. D'ailleurs, aujourd'hui, on Non, considère... sauf si on les empêche. Sauf si on les empêche, mais justement, tu vois, si tu les empêches pas, bon bref. Donc en fait, c'est un problème qui pour l'instant n'a pas de solution et qui pourrait nous faire déblatérer des heures, et ce sera sûrement le sujet d'un prochain épisode, qui est que qui est-ce qui régule Internet ? Oui. Ou est-ce qu'il faut une régulation des contenus ou est-ce que continuer sur une régulation des acteurs, c'est pas plus efficace en réalité ? Un mot de la fin ? On va travailler sur tout ça et on revient très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. On revient dans 15 jours. Binge